Dans un monde multipolaire où la géopolitique bat son plein, les conséquences économiques sont aujourd'hui évidentes, en particulier avec le retour de l'inflation. Et la croissance économique sur le plan mondial est fortement impactée. Toutes les zones sont-elles pour autant touchées de façon comparable, avec la même intensité? C'est ce que nous découvrons de suite avec Philippe Narassiguin. Nous sommes heureux de retrouver donc Philippe Narassiguin pour évoquer les perspectives de croissance mondiale pour 2023 et les éléments de réflexion. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Alors, comment allez-vous? Depuis toutes ces semaines où finalement nous n'avons pas beaucoup parlé de questions économiques, de grandes questions économiques. Ça va, j'ai pris quelques jours de vacances. Et puis, j'ai quand même réfléchi au thème qu'on va aborder dans la session des webinaires 2023. Voilà. Alors, pas seulement quelques jours de vacances, mais aussi un MOOC, donc sur France Université Numérique, sur les questions économiques contemporaines, qui a duré plus de 8 semaines, avec une série aussi de causeries autour de ces grandes questions économiques contemporaines. Donc aujourd'hui, nous reprenons cette série pour le 9e épisode, qui va donc parler de perspectives de croissance pour 2023. Pour démarrer cette émission, je vous propose, Philippe Narassiguin, de revenir sur, je sais, un sujet qui vous passionne et en même temps qui mérite d'y revenir régulièrement. C'est la définition de ce que l'on entend par croissance économique. Effectivement, Christophe Porlier, vous avez raison de parler de cet élément que tout le monde manipule à longueur de journée, de ce concept, et que finalement peu de gens comprennent vraiment. Y compris si vous interrogez quelqu'un qui a déjà fait 2 ans, 3 ans d'économie, et vous lui demandez vraiment, mais quelle est la signification? Explique la croissance pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'économie. Ce sera compliqué pour lui de l'expliquer. Et la croissance économique, c'est quoi finalement? C'est la croissance du produit intérieur brut. Mais c'est une notion que là encore, on ne définit pas généralement. On dit la croissance du PIB, ou du produit intérieur brut, du PIB. Voilà. Et au fond, pour calculer la croissance économique, le PIB, on va partir tout simplement de réalités microéconomiques, c'est-à-dire du chiffre d'affaires des entreprises et des achats de ces entreprises. Je parle ici, bien sûr, du PIB marchand, de la partie marchande du PIB, parce que le produit intérieur brut a 2 composantes, une composante marchande et une composante non marchande. On va regarder la signification profonde du PIB marchand. Donc on prend le chiffre d'affaires de toutes les entreprises et on regarde également les achats de ces entreprises. Ces achats sont appelés en comptabilité nationale les consommations intermédiaires. Ces consommations intermédiaires sont pour les entreprises de production, même les petites, les artisans qui font du bois, des meubles, les boulangers pâtissiers. Donc même les plus petites, ces achats sont appelés consommations intermédiaires et par conséquent, ces consommations intermédiaires ont 2 visages. Le visage de matières premières et le visage d'achat de marchandises, parce qu'il y a aussi les entreprises commerciales ou même les entreprises de services. Prenons une petite boulangerie pâtisserie. Cette boulangerie fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Elle achète pour 30 000 euros de matières premières. Parce qu'il faut bien préparer le pain, la farine, etc. Et puis de la pâtisserie, les gâteaux. La valeur ajoutée, c'est tout simplement la différence entre le chiffre d'affaires et les achats de matières premières que l'on appelle les consommations intermédiaires. 100 000 moins 30 000, cela fait 70 000 euros. 70 000 euros de valeur ajoutée. Cette même entreprise, l'année d'après, l'entrepreneur se dit, je vais produire des pains, de la viennoiserie, des gâteaux de meilleure qualité. Et il augmente de 10 000 euros ses achats de matières premières. Donc on va passer de 30 000 euros à 40 000 euros. Et bien sûr, comme il fait des meilleurs produits, il va dire, je vais les vendre plus cher. Supposons qu'il fait à ce moment-là, pour l'année en cours, pour l'année suivante, un chiffre d'affaires de 130 000 euros.
Par conséquent, vous voyez que la différence entre le chiffre d'affaires 130 000 euros moins 40 000 euros, cela fait désormais 90 000 euros de valeur ajoutée. Donc il y a eu une création de richesse supplémentaire, et en plus, au fond, cette boulangerie-pâtisserie n'a pas augmenté l'effectif, le nombre de personnes. Parce que n'oubliez pas, et je fais une parenthèse, qu'une des définitions de la productivité, c'est tout simplement le ratio, le rapport entre valeur ajoutée et effectif salarié. Donc, ce boulanger-pâtissier a ajouté de la valeur à son entreprise et a donc créé plus de richesse. Et c'est pour ça que lorsque cette création de valeur augmente, cette création de richesse augmente pour l'ensemble des entreprises en moyenne, il y a, bien sûr, plus de richesse dans l'économie nationale. À ce moment-là, on peut mieux rémunérer les salariés, on peut investir plus parce qu'on a plus de profits, on peut créer plus d'emplois, etc. Donc le fameux PIB marchand, donc revenons sur le PIB marchand. Voilà. C'est tout simplement la somme de toutes ces valeurs ajoutées des entreprises marchandes, quelles qu'elles soient, entreprises agricoles, agroalimentaires, de services, industriels, de haute technologie, peu importe. Donc le cadre est posé avec un exemple très simple. Alors vous parlez de PIB marchand, mais le PIB non marchand, est-ce qu'on alors le PIB non marchand, c'est effectivement, alors je regrette moi qu'en France en tout cas, on n'ait pas assez de données sur le PIB non marchand. Au niveau de la comptabilité nationale, on dit oui, on prend le salaire des fonctionnaires, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que l'INSEE, je n'ai pas vu d'article, j'ai cherché beaucoup, décompose exactement la réalité de ce PIB non marchand. Donc, effectivement, quand ce sont tous les services que l'administration vend. C'est la production de valeur des services publics, des services publics. Par exemple, quand vous allez au primaire, vous ne payez pas votre inscription. Donc, il n'y a pas de transaction monétaire lorsqu'un élève s'inscrit au CP ou au collège par la suite ou au lycée par la suite. Alors, vous qui êtes un spécialiste d'économie, même pour vous, c'est un peu opaque. Pour moi, c'est opaque. Pour moi, c'est opaque et je le regrette. On a une pauvreté des fois de l'analyse économique et de la statistique parce que quand vous allez sur des sites comme l'INSEE, par exemple, qui est quand même la référence, on trouvera PIB non marchand, on prend en compte les salaires, deux lignes de définition, vraiment. Alors qu'on aurait dû avoir des numéros spéciaux, au moins un document spécial montrant pour une année donnée comment on calcule le PIB non marchand. Et qu'est-ce qu'on prend dans ce PIB non marchand ? C'est très compliqué pour nous de le savoir. Il existe forcément quelque part, mais... moi, je n'ai pas vu sur les rapports INSEE. D'ailleurs, quand on regarde les PIB, il n'y a jamais de décomposition PIB marchand et non marchand. Et dans le PIB non marchand, il n'y a pas d'article spécial, de document spécial qui nous explique exactement comment au moins pour les personnes qui font les calculs, parce que sinon... sinon on ne peut pas vraiment... Bon. Et donc, par exemple, pour nous en France, cette création de valeur ajoutée était très faible. On dit que la croissance française est de 1,1% ou 1,2% sur 20 ans, par exemple. Bon. Donc, la croissance a été très faible. Mais en réalité... Pour moi, la croissance a été quasiment nulle ou même plutôt négative. Parce que d'un côté, pendant 20 ans, on nous dit oui, la croissance est de 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Mais de l'autre côté, on nous dit oui, mais entre-temps, il y a eu 2 millions d'emplois industriels supprimés et des dizaines de millions d'entreprises qui ont fermé. Alors expliquez-moi comment on peut faire de la croissance avec des pertes d'emplois massives et des entreprises qui ferment. Donc le PIB, la croissance économique, donc c'est l'accroissement de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée. Voilà, marchande et non marchande. Marchande et non marchande. Alors évidemment, plus vous augmentez le PIB non marchand, plus vous camouflez, vous faites penser aux gens que finalement le PIB a augmenté. C'est-à-dire que les gens comprennent PIB marchand des entreprises, la création de richesse en tant que telle. Et or, nous avons un problème. Parce qu'après se posent vraiment des questions complexes. Quelle est la création marchande, non marchande d'un fonctionnaire de l'école ? On peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse même du PIB non marchand. Si effectivement votre système éducatif crée du capital humain de très grande valeur, de très grande qualité, où tout le monde sait lire, écrire, compter, calculer à la fin du CM2, cours moyen 2, et puis un capital humain de très grande qualité, comme ça se fait dans d'autres pays, à ce moment-là, vous pouvez dire que l'argent des impôts a créé véritablement de la valeur par la suite parce que ce capital humain sera employé par les entreprises. Mais si vous faites une évaluation du système éducatif, à ce moment-là, vous voyez qu'au fond, on a mis peut-être beaucoup d'argent dans le système éducatif et au total, le capital humain est pauvre. Alors, le niveau est faible. Donc, vous voyez comment c'est compliqué parce que
cette affaire de PIB non marchand crée beaucoup de problèmes pour nous, les économistes. Bon, alors, Philippe Narassiguin, nous sommes partis d'un exemple très simple, mais on voit que très rapidement, ça devient très compliqué, Très voire, compliqué. voire un peu opaque. Alors, Bah, comment est-ce que l'on fait au niveau international pour pouvoir comparer justement les PIB Ben, nous, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que j'ai recours à d'autres indicateurs. Mes indicateurs à moi, c'est par exemple le taux d'emploi par âge, par tranche d'âge, c'est le nombre d'emplois créés par année, net, hein, création moins destruction d'emplois, c'est la balance commerciale. Est-ce que le pays est compétitif sur 10 ans, 15 ans? Est-ce que sa balance commerciale est structurellement positive ou négative? Mais d'un côté, on ne peut pas dire la France a eu une croissance de 1, 3, 1, 4 pendant 20 ans, et de l'autre côté, ah bah oui, on a perdu 2 millions d'emplois industriels. C'est incohérent comme raisonnement. Donc, ce n'est pas de la croissance de la production. Moi, je parle de la croissance de la production. Moi. Je ne parle pas de la croissance de quelque chose qu'on a du mal à comprendre et à évaluer. Alors, Philippe Narassiguin, dans la suite de cette émission, on va parler de croissance marchande. Du PIB marchand. Du PIB. Non, alors non. Bien sûr, là-dedans, pour les statistiques mondiales, vous avez PIB marchand et non marchand. Mais moi, je trouve que, justement, le problème qu'on a, pour nous en France, c'est que eux, des pays qui croissent véritablement, c'est une croissance de la production. C'est du réel. Ce sont des biens ou des services qui font l'objet de transactions monétaires et qui ajoutent à la valeur précédente, à la valeur ajoutée précédente. Donc, il y a véritablement création de richesse. Je prends les grands groupes de la tech, par exemple, Google, Facebook, etc. Donc, évidemment, il y a transaction marchande parce que quand vous allez faire de la publicité dans les géants de la tech, comme on dit, à ce moment-là, vous allez payer votre publicité. Donc, il y a création de valeur, il y a création, et là, il y a transaction monétaire. Et derrière, il y a des créations d'emplois, de l'emploi qualifié, des ingénieurs, et puis tout un écosystème qui se crée. À l'époque, c'était le fameux écosystème de la Silicon Valley que d'autres pays ont répliqué par la suite dans pratiquement toutes les villes. Aujourd'hui, en Asie ou dans d'autres pays, vous avez cet écosystème-là. Alors, est-ce que ça va, c'est clair? Oui, c'est clair. Je pense que c'était vraiment important d'y passer le temps nécessaire parce que la suite, effectivement, de l'émission va rentrer en profondeur dans l'analyse de ces chiffres. Donc, il fallait forcément prendre le temps. On a pris un peu plus de 10 minutes d'ailleurs pour aborder cette question de la croissance. Je pense que les choses sont claires. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet sur le plan mondial pour 2023, et vous nous proposez, alors que nous sortons d'une période de crise sanitaire, une guerre en Ukraine, un système mondial bancaire qui se réorganise avec des systèmes d'échange qui sont aujourd'hui remis en question, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui sur le plan mondial d'un point de vue des prévisions de croissance économique? Alors, vous voyez qu'effectivement, en 2022, ce sont des estimations, parce que 2022, il faut toujours attendre 6 mois, 1 an avant d'avoir les chiffres définitifs. Mais la croissance a été relativement bonne au niveau mondial, de 2,9%, regardez le tableau. Et puis, en 2023, on aura une croissance qui s'affaiblit. Et à l'époque, à la fin de la crise sanitaire quasiment, on se disait, regardez, ça va repartir. On avait dit, la croissance était de 2021. Moi, j'avais dit, attention, la croissance n'est pas du tout positive. Elle est positive. Quand vous avez fait une croissance de moins 8%, d'une décroissance, pardon, de moins 8% en 2021, et que vous faites une croissance en 2022 de 6,5%, la croissance, en fait, de ces 2 années, le taux de croissance est négatif. Donc, il ne faut pas là aussi raconter des histoires. Mais la grande surprise vient effectivement de la baisse significative du taux de croissance qu'on va enregistrer selon les prévisions à la fois de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en 2023. Donc, prévision de croissance au niveau mondial de 1,7%. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de disparités dont on parlera, par exemple, de la zone Asie-Pacifique, pour ne prendre qu'elle, aura une croissance économique de 4,3%. D'accord ? Et d'autres zones sont, là aussi, ont des taux de croissance différents selon les pays qui composent cette zone, en fait, en quelque sorte. Même si prenons une autre zone comme l'Amérique du Sud, c'est 1,3%, donc ce sont des zones à très faible croissance. D'accord ? Donc là, est-ce qu'on peut commenter alors justement on va commenter ces prévisions de croissance économique dans le monde. Ça, c'est le deuxième volet, si on peut dire, d'accord, de notre webinaire, notre exposé. Donc, pour résumer,
la croissance du bloc USA, des USA en réalité, sera de 0,5% en 2023, de la zone euro de 0%, donc stagnation. Parce que quand on dit, ça aussi il faut bien que les étudiants comprennent, les étudiants qui sont en sciences économiques, quand on dit 0%, c'est quoi? Ben, on dit stagnation. Tout de suite, il faut conclure à une stagnation de la croissance, donc non création de valeur ajoutée supplémentaire, globalement. Et donc non création de richesse. Si on a une absence de création de richesse, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir une destruction d'emplois nette. On peut avoir, bien sûr, des revenus qui diminuent, un pouvoir d'achat qui diminue, et des classes moyennes par la suite qui se paupérisent. C'est le phénomène que nous subissons en France depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire une paupérisation progressive de la classe moyenne. D'accord? Parce qu'on a une croissance faible, et j'ai discuté des débats qu'il fallait avoir effectivement sur la comptabilisation de cette croissance dans l'exposé précédent. Donc le Japon, 1%. Le Japon, donc c'est quand même là sur un bloc occidental, bon, qui a une croissance très faible quand même. Qui aura autour de 0,5% de croissance, ça ira pas ou 0,2 ou 0,3, mais enfin c'est un taux de croissance extrêmement faible. D'accord. Alors l'Asie, comme je l'ai dit, l'Asie-Pacifique, taux de croissance se redresse parce qu'effectivement la Chine a levé fin 2022 toutes les restrictions sanitaires et donc l'industrie chinoise est repartie, je dirais, de façon très dynamique. Et la Chine va créer de la richesse de nouveau. Donc créer des emplois, donc là c'est un moteur de la croissance mondiale, quoi. Voilà, ce sera néanmoins parce que 4,3% quand vous prenez le PIB de la Chine, ça restera un des moteurs de la croissance mondiale. À côté, effectivement, on va revenir là-dessus. La Fédération de Russie, taux de croissance négatif, prévu de moins 3,3%. Ça, c'est pour 2023, ça. Voilà. Mais par la suite, le FMI, le FMI a pris les chiffres récents. Parce que ce que je donne là, tout à l'heure, le tableau, c'est la Banque mondiale. Mais comme la Banque mondiale a fait son rapport en décembre 2022, donc quand un rapport est fait en décembre 2022, ils ont fait des prévisions à partir de, disons, ça s'arrête à juillet-août 2022. Vous voyez ? Donc là, effectivement, on va voir les corrections apportées par le FMI, notamment sur la Russie. Et il y a donc là, on a les corrections. Donc ça, vous avez sur la page suivante. Là, on va avoir des surprises. Et là, un taux de croissance très important, bien sûr, de l'Inde, 6,6%, qui, effectivement, le taux de croissance, le différentiel entre l'Inde et la Chine sera significatif, notamment en 2024, si on prend les corrections apportées par le FMI. Et la croissance des pays de l'Afrique subsaharienne est faible, enfin moyenne, faible, je dirais, score décevant pour l'Afrique du Sud, dans la mesure où effectivement, il faut que la croissance démographique, que la croissance économique soit supérieure à la croissance démographique pour que le revenu par habitant augmente. D'accord, donc il faut mettre au regard la croissance effectivement économique et au regard de la croissance démographique. Quand on veut, bon là c'est un calcul grossier que je fais avec vous, hein, quand on veut vraiment voir pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, on est là sur un taux de croissance qui est quand même très... oui, c'est très élevé, tout simplement parce que ce sont des pays monoproducteurs. Donc, ce sont des effets de richesse, en fait, liés à deux matières premières dont le prix a explosé en 2022. Et sans doute, les prix resteront élevés en 2023, c'est-à-dire le pétrole et le gaz naturel. Tout ce qui est hydrocarbures, d'une façon générale. Tout ce qui est hydrocarbures en général. Donc, voilà, donc... Alors, n'oubliez pas que quand on parle de croissance, par exemple, pour des gens économiques comme la Chine ou l'Inde, etc., c'est vraiment des croissances de production diversifiées. Ce n'est pas un produit qui fait la croissance, ce n'est pas une matière première qui fait la croissance. Ce sont à la fois des géants agricoles, industriels, agroalimentaires, etc., de technologies nouvelles. Donc, ce n'est pas la même croissance que la croissance de 3-5%, par exemple, qu'on observe dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Pour la Fédération de Russie, vous précisiez que ça avait été réajusté. Pourtant, la Fédération de Russie est sous le coup de sanctions économiques internationales. Du coup, ça a quand même un impact. Est-ce que ça a un impact fort sur son taux de croissance ? Alors justement, le FMI, alors là, on va passer à la page, je voudrais que tout le monde regarde ce slide, sur les corrections FMI, parce que le FMI a pris les dernières données de l'année 2022, donc ces prévisions prennent en compte beaucoup plus de mois, et donc sont plus sans doute réelles que celles qui ont été données par la Banque mondiale. Quand vous faites un rapport annuel
plusieurs centaines de pages, vous êtes obligé de faire le rapport pratiquement, il faut le boucler au mois de Dire août, que par les exemple. chiffres sont plus récents Août, en réalité, voilà, sur la partie du au mois FMI. d'août, peut-être septembre au plus tard, pour le D'accord. publier au mois de décembre. Tandis que là, effectivement, les chiffres sont plus récents. Et la grande surprise vient de quoi? Vient de la croissance de la Russie qui sera en réalité positive en 2023, de 0,3%. Donc, vous voyez déjà supérieure à celle de la zone euro. Et en 2024, la croissance de la Russie serait, en tout cas selon le FMI, prévision FMI, Fonds monétaire international, de 2,1%. Donc elle sera supérieure à la fois à la croissance de la zone euro et à la croissance russe. Et donc, la conclusion qu'il faut en tirer, effectivement, qu'on n'a pas mis assez en exergue en tout cas chez nous en France ou même dans certains pays de la zone euro, peut-être les Allemands l'ont fait, peut-être d'autres pays l'ont fait, mais effectivement, tout le monde a été surpris par une réorientation très rapide de l'économie russe vers les nouveaux marchés, notamment la Chine et l'Inde, mais pas que. Mais Voilà. comment tout ça a-t-il pu se réorganiser en un temps aussi court? Parce que évidemment, tout ça a été très 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 rapide. Alors, c'est une surprise, mais pour ceux qui connaissent bien cette zone, c'est pas vraiment une surprise. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, prenons le pétrole ou le gaz naturel. Deux pays, effectivement, pouvaient être très réactifs sur la question du raffinage. Et ces deux pays sont la Chine et l'Inde qui ont des technologies modernes et qui peuvent raffiner des centaines de millions de tonnes de produits pétroliers. Ce qui fait que ces fameuses sanctions économiques ont été finalement... finalement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les Russes ont réorienté massivement leur vente de produits énergétiques vers les pays d'Asie, Chine, Inde étant de très gros acheteurs. N'oubliez pas que, par exemple, qu'un pays comme l'Inde, la part de la Russie dans les importations de pétrole de l'Inde, c'était 3%, 3 ou 3,3%. Et aujourd'hui, c'est le premier. Et la Russie, stratégiquement, a bien joué parce qu'ils ont fait une remise, un rabais de 30% sur le prix. Donc, effectivement, les achats ont été massifs. Et il y a même l'accord gazier qui a été passé avec la Chine, qui porte sur des dizaines de milliards de mètres cubes par an. D'accord, ils peuvent, parce qu'ils font Donc, partie. Oui, il faut avoir... quand on réoriente, il faut avoir la technologie aussi. Quand le raffinage, etc., est en question, il faut avoir la technologie qui est derrière. Pour certains biens composants, etc., là aussi, les biens d'équipement ont été vendus. Il y a eu un commerce qui s'est intensifié, non seulement entre ces deux pays, Inde et Chine, avec la Russie, mais aussi avec d'autres pays auxquels on ne pensait pas, la Malaisie, l'Ouzbékistan pour certains composants, etc. Donc, il y a eu vraiment une réorientation très rapide de l'économie russe. Et quand nos médias nous disaient oui, mais ils ne trouveront pas de semi-conducteurs, ils ne trouveront pas de composants électroniques, ou ils ne trouveront pas de biens d'équipement, etc. Mais pas du tout. Ils ont trouvé quasiment immédiatement. Pour certains biens d'équipement, pour les voitures, etc., ça demande des adaptations, donc ça prend un peu plus de temps. Mais pour d'autres produits, par exemple le pétrole et le gaz naturel, ça allait très très vite. D'autant plus qu'après, ça a tourné pratiquement, cette affaire de sanctions a tourné vraiment à mal tourner, parce qu'au fond, un pays comme l'Inde a acheté massivement du pétrole à la Russie et exporte vers l'Europe. Et récemment, j'ai appris 200 000 barils par jour aux États-Unis. Donc, à quoi ont servi les sanctions à ce moment-là? Si c'était pour acheter du pétrole en provenance des produits raffinés, en provenance de pays comme la Chine ou l'Inde. D'accord? Donc, rappelez-vous, Christophe, dès le mois de mars, on disait que la croissance russe serait négative, il y aurait un effondrement, selon nos experts en France. Bon, moi, j'y croyais pas tellement. Mais effectivement, des gens comme nous, on n'a pas les médias, on n'est pas là, on n'est pas dans les grands médias. Bon. On est à l'université, donc on doit tout expliquer, on doit tout analyser du point de vue scientifique, du point de vue de l'analyse économique. Mais moi, j'étais quand même perplexe, parce que quand on connaît l'appartenance de la Russie au SCO, Shanghai Cooperation Organization, ou aux BRICS. Donc ces pays, depuis 30 ans, ont beaucoup de liens entre eux finalement. Et comme 75% de la population mondiale ne boycotte pas la Russie,
Donc, la Russie a pu trouver tout ce qu'elle voulait à l'extérieur. Moi, je cite que 2 pays, mais si on regarde vraiment, vraiment dans le détail, je n'ai pas accès, bien sûr, aux statistiques douanières de la Russie. On n'est pas là pour avoir... on verrait beaucoup d'importations venant de multiples pays dans le monde, finalement. Vous voyez. Donc, effectivement, et tout simplement, pourquoi on le verra par la suite? Parce que, au fond, n'oubliez pas que le fait d'avoir des croissances très faibles amoindrit le poids de l'Union européenne et de la zone euro dans le PIB mondial. On va en discuter par la suite. Mais ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que comme nous ne sommes plus le centre du monde, le centre économique du monde, les autres, finalement, eux, ils ont dit que c'est une guerre européenne, ce n'est pas une guerre mondiale. Bon, vous avez vu qu'on a dit le contraire, sur nos médias. Mais eux, ils ont dit non, ce n'est pas une guerre mondiale. Quand vous écoutez en anglais tout ce qu'ils disent, ils disent que c'est une guerre européenne. Alors, évidemment, ils en profitent. Mais eux, ils n'ont pas boycotté. Oui, c'est une guerre régionale. C'est une guerre régionale pour eux. Si vous prenez tous ces pays-là, c'est une guerre... c'est 480 millions d'Européens. 7 milliards de personnes, finalement, n'ont pas de mauvaises... Ou même, ils ont de très bonnes relations avec la Russie. À travers tous les systèmes que les Russes ont mis en place, les systèmes d'échange ou les relations diplomatiques, culturelles, scientifiques que la Russie entretient depuis des années, au fond, c'était très compliqué pour ces pays-là, et puis ils ne voulaient pas rentrer dans une guerre qui ne les concernait pas finalement. Alors, malgré les pressions qu'il y a eu. Philippe Narassiguin, je vous propose, alors là on constate effectivement que le moteur de la croissance mondiale se focalise et le centre de gravité donc, est autour de l'Asie, la Chine, l'Inde avec des taux de croissance extrêmement importants, que la recomposition effectivement des systèmes économiques en cours est en train d'impacter fortement la zone euro, les États-Unis, que la Russie arrive effectivement à maintenir un taux de croissance, donc on va essayer de rentrer dans le détail, de faire de la comparaison par zone. Je vous propose, puisque nous sommes au terme de ces 30 minutes, de réserver ça pour l'émission qui vient juste après, où nous allons commenter les prévisions de croissance économique, faire une analyse aussi sur les écarts entre zones, et puis ensuite faire quelques extrapolations d'ici à 2030. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la causerie, la deuxième partie de cette causerie sur la croissance économique. D'accord. Et à très vite. À très vite. Thank you.